Bonsoir, bonsoir, je vois que vous êtes déjà connectés. Bonsoir à toutes et à tous. Vous connaissez l'émission, hein, je n'en doute pas. C'est le moment de dédicace. Saluez-nous, saluons-nous. Que je puisse vous saluer. Connectez-vous des cœurs, des likes, des émoticônes. Je compte sur vous. Dans la joie, dans la bonne humeur. Bonsoir, bonsoir. Bonjour, bonsoir, selon l'heure où vous nous suivez. Qui est déjà connecté? N'hésitez pas, annoncez-vous. Bonsoir. Oh, il y a déjà du monde connecté. Je compte sur vous. Soutien, solidarité, partage. Partage, des likes, des cœurs, des émoticônes. Qui est déjà connecté? Saluez-nous, saluons-nous. Que je puisse annoncer votre présence déjà sur le live. Partagez l'émission. J'invite aussi mes invités à partager sur leurs réseaux sociaux. Ils ont encore quelques minutes avant que je puisse les annoncer. Je compte sur vous. Je vois des cœurs, des likes. Qui est déjà connecté? Je vais aussi partager, comme vous le savez. Partagez dans un groupe. Ça ne coûte rien. Sur votre mur, c'est gratuit. Encore 2 minutes et puis on va démarrer le live. Je compte sur vous. Lydia Matono, bonsoir, bonsoir. Qui est déjà connecté? Je vois du monde, mais les noms, vous ne vous annoncez pas. Des cœurs, des likes, des émoticônes, soutenez, soutenez. Ah, je vois déjà des partages, merci. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Encore 2 minutes. Qui est connecté? Bonsoir Lydia Matondo. Qui est déjà connecté? Saluez-nous, saluons-nous. J'espère que vous allez bien. Avez-vous déjà partagé? Je vois du monde connecté. Noëlla Katumba Elike. Hello. J'espère que tu vas bien. Encore 1 minute et on va démarrer notre live. Informez les autres. Vous pouvez envoyer sur WhatsApp. Bonsoir Bernadette Touzi Zila Zolana. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Qui est déjà connecté? Des cœurs, des likes, des émoticônes. Encore 30 secondes. Voilà, voilà. Les autres vont nous rejoindre, j'ose croire, grâce à vous, grâce à vos partages, grâce à tout ce que vous allez faire. Vous pouvez partager, comme vous le savez, sur des groupes WhatsApp. Vous pouvez partager sur Facebook, dans des groupes d'amis. Donc, je tiens vraiment déjà à vous remercier de votre présence parce que je vois que vous êtes déjà très nombreux et nombreuses connectés. Alors, petite présentation pour ceux qui découvrent l'émission. Bienvenue dans votre émission Instant H, une émission de société, d'actualité, de débat, talk show, faits divers. Et voilà, aujourd'hui, votre humble animatrice que je suis, Miss Huguette, vous présente une nouvelle thématique qui est déjà indiquée en dessous de vos écrans, avec toujours des nouveaux invités, toujours dans le contexte d'actualité. Donc aujourd'hui, fête société, nous allons aborder les randos, affairages, clash. D'autres se demandent qu'est-ce que ce sont ces termes. Ce sont des règlements de compte sur les réseaux sociaux, les dérives et les conséquences. Quelle sera l'issue? Donc, je ne serai pas seule pour aborder cette thématique. Je vais démarrer, faire l'introduction. Donc, pour commencer, nous assistons aujourd'hui à un phénomène de règlement de compte, des randos, comme certains l'appellent dans leur communauté, des scandales, des guérillas sur les réseaux sociaux, des débordements.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une mauvaise utilisation des réseaux sociaux? Est-ce que l'apparition des réseaux sociaux était une bonne chose ou pas? Euh, Avant, ça a toujours existé, hein, on a eu le harcèlement. Peut-être pour certains s'en souviennent, il y avait le harcèlement scolaire, voilà. Il y avait aussi le harcèlement au travail, mais aujourd'hui, on fait face à la cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Je vais vous donner quand même quelques statistiques. En France, en 2019, plus de 40% des moins de 50 ans ont subi des attaques répétées sur les plateformes sociales en ligne, dont 22% des gens avaient entre 18 et 24 ans. Mais on nous dit que l'âge est en train de diminuer de plus en plus. On assiste à des règlements de compte, de la violence, même de jeunes de moins de 13 ans. Donc, quand on parle de plateformes de réseaux sociaux, on parle de tout, hein, Internet, YouTube, les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter et d'autres. Nous avons aussi des forums, des blogs, les jeux vidéo multijeux aussi, lorsqu'il y a plusieurs personnes connectées. Dans toutes ces plateformes-là, certaines personnes trouvent le moyen de faire des règlements de compte. On s'est posé avec mes invités de ce soir et avec vous, grâce à vous aussi, j'ose le croire, pour, voilà, essayer un petit peu d'en parler, essayer un petit peu de trouver, voilà, de comprendre qu'est-ce qui se passe, hein, surtout aussi dans certaines communautés. Donc, on va parler aussi de celles qu'on maîtrise, celles qu'on voit pour notre part. Donc, le cyberharcèlement, l'harcèlement en ligne, l'harcèlement sur Internet. D'autres appellent ça même un raid. C'est une opération qui invite tous ses abonnés à attaquer une personne. On voit même des personnalités, on voit maintenant des influenceurs qui peuvent avoir un problème avec une personne et qui, voilà, utilisent leurs réseaux sociaux, utilisent leur public pour, voilà, aller contribuer à cette colère, à cette, voilà, vague d'injures, etc. Donc aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. On va parler de la partie négative, mais bien sûr, un jour, on parlera aussi de la partie positive des réseaux sociaux. Nous assistons donc à des diffamations, des règlements de compte, comme j'ai pu le dire, communautaires aussi, je tiens à le préciser, des propos de plus en plus haineux, insultants dans leur teneur, des images obscènes, menaçantes, des diffusions de sextapes, il faut se le dire, on en parlera aussi en deuxième partie. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Des couples qui décident voilà, de faire, de garder des souvenirs, des archives de leur vie sentimentale, et lorsqu'ils se séparent, des règlements de compte, on diffuse les images sur les réseaux sociaux. Quelles répercussions ça peut avoir dans la vie peut-être de cette femme qui a été exposée à nu? Quelles répercussions ces images qui tournent pour ses enfants, sa famille? On essaiera de se dire toutes ces choses. Quant à moi, avant de donner la parole à mes invités, je vais voir déjà s'ils sont connectés, je vais vous lire un article par rapport à un scandale qu'il y a eu au début d'année, un parmi tant d'autres, hein. Mais je vais donner aussi, je vais vous présenter mes invités de ce soir. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas seule. Donc, pour tous ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas, hein, saluez-nous, saluons-nous. Vous écrivez juste un petit coucou, bonsoir, bonjour, peu importe l'heure à laquelle vous êtes de chez vous, et je n'hésiterai pas à vous dédicacer. Présentation faite de l'émission, j'ouvre mes micros, j'ouvre mes caméras. J'ai eu un de mes invités qui a peut-être un peu de mal à se connecter. Je vais au moins donner la parole déjà à une personne que vous connaissez, que vous avez déjà vue sur mon antenne. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais lui permettre quand même de se présenter. Bonsoir, maman Tita. Bonsoir, Miss Siguette. Bonsoir, Miss Siguette. Ça va? Ça va et vous? Oui, alors déjà, un grand merci d'encore avoir accepté de revenir sur mon plateau. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont vu ta photo, ah, maman Tita, le retour. Maman Tita, celle qui ne mâche pas ses mots dans la communauté, en tout cas congolaise, on te connaît très bien. Et quand il faut dire quelque chose, elle le dit, hein. Elle fait pas de détour. Maman Tita, pour toutes les personnes, je vois Noëlla Katumba connectée, je vois Bernadette, je vois Lydia, je vois tant de personnes déjà connectées. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Je m'appelle Tita Luketa, la maman des 5 enfants, dont 8 petits-enfants, hein.
Waouh. Tita Luketa, je suis la maman qui travaille dans la cuisine. Je suis comme commis de cuisine. Et je suis la maman des diasporas pour le changement aussi. Et après, je suis la maman de toutes les jeunes filles, femmes et enfants. Waouh, waouh, waouh. Tu en as des casquettes, maman Tita, hein? Oui, je suis la maman. Franchement, je suis la maman. Waouh. Mais là, tu dis des enfants de sang, mais je crois que des enfants de cœur, tu en as aussi énormément, hein. Tu accompagnes J'en beaucoup. ai. Franchement, les enfants de cœur, j'en ai. Hein. Yes, J'en ai dans toute Val, comment, Essonne. yes. J'ai les enfants de cœur en Essonne. Waouh. Tu les Précisément salues? sur Épinay, sous Sénart. Tous mes enfants du cœur, je vous fais des gros, gros bisous. Le message Les est... enfants de Val d'hier, Épinay, sous Sénart. La divine, gros, gros bisous. Je suis aussi la maman des divines. Divine, on te salue là où tu es et on attend que tu passes aussi à l'émission, ça nous fera plaisir. Alors, je vois mes autres intervenants qui essaient de se connecter, ils ont un petit problème de réseau. Monsieur Georges Goma, est-ce que vous Oui. avez à vous connecter? Voilà, je t'ai coupé là. J'essaie de me revenir. Alors, Juste la caméra. Ah, bon. Pendant qu'il essaie de se connecter, mes salutations, je vois du monde qui est connecté. N'hésitez pas à partager un like, un partage, un émoticône. Je rappelle la thématique de ce soir dans votre émission Instant H. Donc, rando, affairage, clash, règlement de compte. Où est-ce qu'on va avec tout ça? Les tenants, les aboutissants, les dérives, les conséquences. Quelle en sera l'issue? On se dira tout. Est-ce qu'il y aura des peines? Est-ce qu'il y a déjà eu des peines, sanctions? On se dira tout. Je vais vous lire un article avant de pouvoir mettre à l'antenne mes autres invités. Ça s'est passé en janvier. Tu me diras, Maman Tita, si tu connais cette histoire. Alors, c'était au Val-de-Marne, donc on va dire plus exactement à à Villeneuve-Saint-Georges. Il y a eu 3 femmes qui auraient poignardé leur copine dans le RER, un guet-apens qui a été filmé en direct. Donc apparemment, c'était un règlement de compte qui avait commencé déjà sur les réseaux sociaux, des femmes qui se faisaient des règlements de compte, c'était des femmes de la communauté congolaise. Et voilà, cette histoire a dégénéré, c'est sorti du virtuel, des réseaux sociaux, jusqu'à aller en guet-apens, en surveillance. Et puis cette femme qui ne savait pas qu'on la suivait, voilà, a été poignardée. Et puis le comble, c'est que au-delà déjà de cette extrême violence, des gens ont filmé toute cette scène et puis ont diffusé ça sur les réseaux sociaux. Je pense que tu en es au courant. Oui, 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 oui. Donc tout a été filmé, diffusé sur les réseaux sociaux. Voilà. La personne concernée qui a été agressée, sa vie n'est pas en danger. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le principe de filmer en train de s'embrouiller avec quelqu'un et de mettre ça en ligne. Dans la communauté congolaise, c'est quelque chose qui est devenu très, très courant. Ils utilisent les réseaux sociaux pour faire des directs. Ça peut être des mères de famille congolaises. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est une grande mode? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est un exemple? Est-ce qu'il y a des limites? Qui peut leur remonter les bretelles? Tu nous diras tout. Avant que je puisse te donner la parole dessus, j'ai réussi, Monsieur Georges Goma a réussi à se reconnecter. Bonsoir, Monsieur Georges, ça va? bonsoir Huguette, merci de m'avoir à ce show. Et bonsoir Madame Tita. Voilà, présentation. Bonjour, Monsieur Georges Ngoma. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Et vous-même alors? Ça va très bien. Il fait froid, mais ça va, ça va. C'est parfait, c'est parfait. Je précise, Monsieur Georges Goma est au Canada. Un grand merci encore d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Georges Goma, par rapport à cette émission, peut-être que des personnes ne vous connaissent pas, vous découvrent. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour tous ceux et celles qui ne vous connaissent pas, s'il vous plaît? Alors, je suis donc Georges Goma, je suis originaire du Congo-Brazzaville et je réside ici au Canada, plus précisément dans la province du Québec. J'ai vécu longtemps à Paris, j'ai vécu aussi un certain temps aux États-Unis et désormais je suis au Canada. Je suis sociologue, enseignant-chercheur. Voilà. Waouh! En tout cas, bravo pour toutes ces casquettes. Ça fait plaisir d'entendre tous ces bagages intellectuels. Ça fait du bien à la communauté. Alors, si aujourd'hui j'ai fait appel à vous, Monsieur Georges Goma, ainsi que Madame
Tita, c'est pour évoquer la thématique qui est indiquée en dessous, comme vous pouvez le constater, cette histoire de rando, affairage, règlement de compte sur les réseaux sociaux, les dérives et les conséquences. Quelle sera l'issue? Donc, on a plein de questions qu'on m'a demandé, on m'a posé. J'ai donné quelques statistiques de tout ce qui se passe en France actuellement, du taux de tous ces harcèlements, cyberharcèlement appelle-t-on. Avant d'en arriver justement à ce cyberharcèlement, je vais essayer de demander un petit peu, déjà à Maman Tita, de rebondir par rapport à l'article que j'ai lu. Est-ce que tu étais au courant de cet incident, Maman Tita? Oui, j'avais vu ça. Alors, qu'est-ce que ça te dit? Ça m'a trop dérangée en tant que Congolaise, en tant que maman, en tant que femme. Pourquoi? Parce que c'est leur délire qu'ils font. Ils n'ont pas commencé aujourd'hui, hein. Ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Tout le temps, ils s'insultent, ils se parlent mal. Donc, moi, je demande où est l'éducation pour nous les Africaines, hein. L'éducation est bafouée. L'éducation est bafouée. Qu'est-ce qu'on va faire pour revenir dessus? Je ne sais pas. Donc, pour toi, il y a un problème d'éducation déjà à la base. Il y a un problème d'éducation. Waouh. Et aujourd'hui, tu le vois, hein, c'est de tout âge. Il y a la jeunesse, il y a des mamans, il y a des papas. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Mais je dis, c'est l'éducation. Nous, parents, en tant que parents, si on a bien éduqué nos enfants, ils vont se dérailler du chemin de toutes ces bêtises-là. C'est des bêtises. J'appelle ça bêtises. J'assume ce que j'ai dit. J'appelle ça vraiment des bêtises. Moi, j'ai eu des garçons, j'ai eu des filles et ils sont éduqués. J'ai le temps pour mes enfants. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne vais pas dans l'Inganda. Je suis une maman qui est derrière les enfants pour l'éducation de mes enfants. Ça ne se fait pas à la volée. Il faut assumer, il faut être là. C'est ce que moi je fais. Non. On ne tue pas nos enfants dehors. Mais des fois, ils s'écliquent, ils disent « Ah, ma mère m'avait interdit comme ça. Ah, mon père m'avait dit ça. Ah, il ne faut pas que je puisse faire ça, ça fait mal. » Mais quelqu'un qui n'est pas bien éduqué, il s'en fout éperdument. Regarde, les femmes là qui se sont battues à Villeneuve-Saint-Georges, ils n'ont pas 10 ans, ils n'ont pas 20 ans. C'est les quarantaines et les cinquantaines. Wow. C'est les quarantaines et les cinquantaines. Tu le vois comme ça, c'est des parents aussi, ils ont des enfants à la maison. Quand ils font ça à la télé comme ça, tout le monde le voit. C'est quoi l'éducation de leurs enfants? On dit ça descend de génération en génération. Moi, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. On est venu pour chercher, pour avancer. C'est ça l'avancement? De s'insulter? En plein Villeneuve-Saint-Georges, comme ça, en plein Château Rouge, en plein Gare du Nord. Tu vois, ça fait mal. Et des fois, si tu interviens, ils t'insultent. Hein? C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent aussi intervenir, les raisonner, les conseiller? Moi, je fais ça. Moi, je fais ça. Il y a d'autres qui t'insultent, mais quand je dis, regarde-moi en face, tu vois, la fille, elle baisse, elle arrête un peu de crier. Je dis, je suis ta maman. Écoute-moi, je vais te dire un truc. Ce n'est pas dans la rue où on arrange les histoires. Je le fais, franchement. Même les gens me disent, un jour, on va te donner un coup. J'ai dit, les jours là qu'on va me donner un coup, c'est lui qui me donnera un coup, verra à qui il a affaire aussi. Quand je viens, c'est par rapport à l'éducation. Je suis l'éducation. Je vais rectifier un truc. Hein. J'ai dit, je suis commis de cuisine, je suis de la cuisine. Mais moi, j'ai fait les études pédagogiques. J'ai fait les études pédagogiques, c'est pour cela que je suis derrière les enfants. Ok. Dans la péda, il y a le psy, la tête de quelqu'un pour voir comment il est. Et il y a la mentalité des gens. Ben, on va revenir dessus, justement, il n'y a pas de souci. Monsieur Georges Goma, je voudrais qu'on revienne un peu à la genèse. On parle des réseaux sociaux là dans, on va dire, des termes un peu péjoratifs, malheureusement, la mauvaise utilisation. Mais les réseaux sociaux ont été créés un peu, il y a combien de temps à peu près, si vous avez une idée? Bon, écoutez, merci et je suis désolé pour les problèmes de connexion. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Déjà, on voit une belle conséquence un peu de cette, en fait, cette nouvelle culture, on peut le dire comme ça.
On ne peut pas dire que les réseaux sociaux existent depuis des lustres. C'est quand même une évolution nouvelle, même si on peut voir 20 ans derrière nous, mais c'est quand même ce que nous appelons en sociologie un changement sociétal. Un changement sociétal, c'est un changement qui vient bouleverser de fond en comble notre culture traditionnelle, la façon dont nous avions de vivre. Vous savez très bien que dans la vie de tous les jours, c'est l'information. Quand on se lève le matin, dans chaque maison, c'est l'information. Est-ce que les enfants se sont levés? Est-ce que le mari s'est levé? Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Comment on va organiser notre journée? C'est ça, la valeur de l'information. Et puis, ma foi, l'avènement des médias sociaux, quelque part, ça vient non seulement changer nos modes d'organisation sociale, mais ça vient changer aussi notre façon d'être en contact avec les autres, notre façon de transmettre des informations aux autres, notre façon de recevoir des informations des autres, et ainsi de suite. Donc, c'est une grande révolution qu'il y a peut-être 20 ans en arrière. Et on voit le caractère très fulgurant des médias sociaux qui se sont imposés dans notre vie. Aussi bien notre vie personnelle, intime, que dans notre vie sociale, que dans notre vie professionnelle. C'est ça qui est très, très, très important. Eh bien, la thématique d'aujourd'hui, ça rentre évidemment dans une dimension de ce développement de la communication à travers le numérique. C'est-à-dire qu'à côté de notre vie, je vais dire un peu réelle et concrète, il est advenu cette vie virtuelle aussi. Parce que avec les médias sociaux, c'est la virtualité aussi qui est mise en place. Mais cette virtualité a des conséquences positives comme des conséquences négatives. Je pense qu'on va essayer de faire un peu une perspective globale de cela. Et dans la suite, je vais attendre évidemment qu'on puisse interagir là-dessus. Exactement, exactement. Alors, je ne sais pas si vous nous avez suivis, j'ai donné quelques exemples que Maman Tita connaissait. Mais il y en a tellement aujourd'hui, malheureusement. Vous avez bien dit, c'est du virtuel au début, tout ce qui est réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça prend une ampleur qui, voilà, dépasse même le virtuel. Ça cherche les informations sur la vie personnelle des gens, les enfants, les maris, le travail, et puis ça peut même se déplacer jusqu'à votre lieu d'habitation pour continuer cet accrochage-là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, vous, en tant que sociologue, Monsieur Georges Goma, qu'est-ce que vous comprenez? Voilà, aujourd'hui, l'arrivée des réseaux sociaux est arrivée suite aussi à ces téléphones que nous avons, qui sont de plus en plus perfectionnés. On a la connexion Internet, on a cette liberté d'expression. À la base, c'était censé être une bonne chose. Oui, oui, absolument. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un changement en grande profondeur dans notre existence. Et puis aussi, il faut comprendre que ces médias sociaux, c'est déjà un outil de communication, je l'ai dit. Oui. C'est un outil d'information, je l'ai dit également. C'est un outil de rapprochement des individus. Ça, je pense l'avoir dit aussi. C'est un outil de partage aussi. Ça, oui. Je pense l'avoir dit. C'est aussi un outil de valorisation des uns et des autres, de chacun des autres. Vous voyez qu'avec l'avènement des médias sociaux, c'est aussi un enjeu de la démocratie de l'information. Il ne faut jamais l'oublier. Avant, quand nous avons nos médias traditionnels, nous ne pouvons pas passer nos informations. Ça, c'est clair. On était des receveurs, tout simplement, des informations que le gouvernement, à travers des médias classiques, se permet de donner aux gens. Mais là, il y a un retour maintenant. Nous sommes devenus aussi des créateurs d'informations et des diffuseurs d'informations à partir desquels même les médias classiques viennent puiser chez nous dans les médias sociaux. Effectivement. Donc, on voit très bien que cette évolution sociale est fulgurante. Qu'importe, on va revenir là-dessus sur les conséquences négatives, mais les conséquences positives sont claires et nettes, quoi. Nous sommes sortis un peu de Bimina Nzungu, c'est-à-dire que, si je peux parler ainsi, on est sortis. On s'exprime désormais, on donne des informations en temps réel. C'est du relationnel et puis c'est aussi un remède clair et net à la solitude.
on se sent aussi pas seul désormais à travers cette virtualité. À travers cette virtualité, les images sont vivantes, sont mouvantes. On rentre en contact avec des gens qu'on voit sourire. Écoute, Huguette, quand je vous vois sourire, je souris également. Il y a une interaction qui est formidable aussi. Quand je vois Madame Tita, je la vois, elle me sourit, je la souris. Donc, il y a une interaction et ça, je me sens moins seul. Mais à côté de cette évolution formidable-là, cette évolution, il y a quand même un côté, le fameux, en fait, la part congrue de ce développement des médias sociaux, où on passerait évidemment aux conséquences négatives de cette évolution fulgurante dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles et dans notre vie d'une manière générale. Certainement, je vais le dire rapidement, on va revenir là-dessus. Il y a ce problème de l'addiction. L'addiction, surtout pour nos jeunes, nos enfants, le temps qu'on passe sur Internet, qui a un impact sur les autres aspects de notre existence. Mais directement sur le sujet d'aujourd'hui, on parlerait de l'intimidation. C'est de l'intimidation, c'est encore une dimension fondamentale de ce qui se passe. Pourquoi on intimide? Il y a les questions liées à la vengeance aussi. Les gens qui viennent se venger d'une situation sur Internet en utilisant les médias sociaux. Il y a aussi la pédophilie. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont tout à fait du côté négatif de ce grand développement, n'est-ce pas, des médias sociaux. Et je pense que sur l'intimidation, par exemple, sur la vengeance, on va revenir un peu sur ça autour de la thématique d'aujourd'hui. Super. En tout cas, merci beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui, en parlant des réseaux sociaux, on a des problèmes de connexion. Là, c'est maman Tita qui s'est déconnectée. Je pense que c'est très provisoire. En attendant, je salue monsieur Jean Didas, qui nous salue tous au passage. Bonsoir, monsieur Jean Didas. Je salue monsieur Edel, qui pose déjà des questions. Vous avez évoqué la solitude. Il met un point d'interrogation sur la solitude. Alors, monsieur Eded El, quelle est votre question exactement? Oui, monsieur Georges Goma a évoqué la solitude. C'est une manière aussi des réseaux sociaux de combler cette solitude, ces partages virtuels. Et ensuite, il nous indique numérisation de l'humain provoque la solitude dans la réalité. Est-ce que vous êtes... Bon, si je peux me permettre là, bah, écoutez, vous savez, la vie sociale, elle est très complexe, hein? Elle n'est pas univoque, la vie sociale, de toutes les façons. Numérisation de l'humain provoque la solitude dans la réalité. Mais cette réalité n'est pas réelle. Il faut savoir que cette réalité, chez certaines personnes, n'est pas réelle. On ne va pas dire que la solitude n'existe pas. Il y a des gens qui sont réellement seuls, physiquement, concrètement, chez eux, et qui, à partir de l'existence des médias sociaux, se sentent moins seuls. C'est se sentir. C'est un sentiment psychologique, cela. Et quand on sait la valeur de notre être cognitif et psychologique, je crois que ça détermine tout le bien-être que nous recherchons tous, simplement à partir de notre disposition mentale par rapport au rapport que nous entretenons avec les uns et les autres. Nous savons très bien que la solitude, il y a des gens qui sont réellement seuls, qui n'ont pas d'amis réels et physiques en tant que tels, et qui trouvent un réconfort par l'usage qu'ils font des médias sociaux. C'est une réalité sociologique, celle-là. Ok, je vais demander aussi à maman Tita qui s'est reconnectée. Maman Tita, par rapport à tout ce que monsieur Georges Goma a indiqué, il a beaucoup appuyé sur la solitude et je vois aussi un auditeur qui nous dit 1000 amis sur Facebook égale un ami en vrai, voire 0. Qu'est-ce que tu peux dire dessus? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que les amis qu'on a virtuels là sur les réseaux sociaux, ce sont des vrais amis sur qui compter? Parce que qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Mais méfiez-vous des réseaux sociaux. Moi, j'aime pas les réseaux sociaux. Il n'est pas seul. Il avait un ami où ils ont étudié en maternelle, jusqu'au collège, il y avait des amis, au lycée, il y avait des amis. Pourquoi avoir un ami seulement? Pourquoi avoir un ami seulement? Toi qui es passé ta vie sur un banc de l'école, il faut avoir des amis. Mais si tu vois qu'un ami te va, tu continues avec lui. Tous ces amis qu'on se rajoute sur les réseaux sociaux, tu sais, il faut pas. C'est ça qui nous tue. Il faut pas. Tu connais pas ni d'Adam ni d'Ève parce que c'est les réseaux sociaux qui t'ont demandé en ami, tu prends. Il faut pas prendre, tu supprimes.
D'accord. C'est ça qu'on dit, on a droit, pays des droits et liberté d'expression. C'est ça, c'est sur ça que moi je me base. Il faut pas parler parce qu'il m'a demandé à moi, parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle. Je la prends, je le prends. Non. Et ça crée des Tu relations connais pas. avec les réseaux sociaux, non? Non, 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 non. Cultive tes anciens. Essaie de cultiver là d'où tu viens. Il y avait toujours des relations. Essaye de les cultiver. Essaye de bien moissonner. Essaye de bien faire. Comme ça, tu verras que tu es tranquille. D'accord. Voilà. Je vais lire l'intervention de Lorly Ken, que je salue. Bonsoir. Au fait, on oublie que les réseaux sociaux sont d'abord virtuels, donc ce que nous voyons est très loin de la réalité. Merci pour cette intervention. Oui. Georges Goma, virtuel. Les points de vue des uns et des autres sont des points de vue tout à fait légitimes parce que c'est en accord avec ce que chacun de nous pense. Mais ce que je voudrais mentionner ici, de toutes les façons, l'évolution d'une société est comme un train qui a une certaine vitesse, qui passe. Le train, il passe. On le prend ou on le prend pas, de toutes les façons. L'ampleur qu'ont pris les médias sociaux dans une société, c'est une ampleur fulgurante. Personne ne s'attendait peut-être à cela. Ben, est-ce que une fois qu'on atteint l'usage qu'on en fait même dans tous les secteurs de notre existence, c'est-à-dire le gouvernement utilise les médias sociaux, oui. Dans notre vie professionnelle, on utilise les médias sociaux, dans notre vie sociale, on utilise les médias sociaux, aucun secteur n'échappe à cette révolution des médias sociaux. C'est une révolution qu'il faut prendre en ligne de compte. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est comme tout changement dans une société, pour qu'une société fonctionne correctement, il y a ce qu'on appelle aussi le contrôle social autour de ces évolutions-là. Et dans ce contrôle social, c'est là où on va convoquer chacun de prendre ses responsabilités face à cette évolution-là. Avoir 1000 amis sur Facebook, il y en a qui sont bien contents d'avoir 1000 amis sur Facebook. Ils sont très contents, ils sont à l'aise. Mais je ne peux pas leur dire, mais pourquoi vous êtes contents, vous? Mais attendez, c'est sa liberté d'avoir 1000 amis sur Facebook. Peut-être que son activité qu'il fait est en rapport avec le grand public. À ce moment-là, il est d'accord de le faire. Mais maintenant, il faut savoir qu'il faut sensibiliser les gens sur les dangers des médias sociaux parce que ces dangers-là sont énormes. Ils sont énormes et ça attaque notre santé mentale et notre santé physique aussi. Justement, avant d'en arriver là, voilà. Georges Goma, excusez-moi, je vous coupe quelques secondes. Non, c'est pas vous parlez justement de cette santé morale et physique, on voudrait comprendre les conséquences. Donc, en général, pour tout ce qu'on est en train de citer là, des règlements de compte sur les réseaux sociaux, les randos, les affairages, comme certains peuvent l'appeler selon la communauté, c'est des gens qui étaient peut-être des amis, c'est des gens qui se connaissaient, se fréquentaient, se côtoyaient, se connaissaient du moins, et un jour ça clash, c'était même des fois des couples, et un jour ça clash, et on décide de tout étaler sur la place publique, hein, voilà, de tous les secrets, les conversations, on enregistre l'autre, on se fait des coups bas, on envoie des vidéos, des nudités, enfin, tout et rien de voilà qui ne nécessite vraiment pas d'être exposé comme ça auprès des gens. Vous venez de parler de ces conséquences. Ces conséquences, on voudrait en parler de cette cyberharcèlement parce que ça devient après un harcèlement. Cybercriminalité, oui. Voilà. Quelles sont criminalité, tout à fait. Quelles sont les conséquences d'abord pour la victime en fait qui subit ça? Elle se réveille un matin, tout le monde lui envoie sur son WhatsApp ou autre moyen, je sais pas moi. Sa nudité a été exposée par un ex qui l'avait filmé à ce jour-là lorsqu'ils avaient décidé en commun accord, fantasme ou je ne sais pas, de se filmer, c'était très bien. Mais le jour de la séparation, on veut se faire du mal. Allez, je diffuse ça sur les réseaux sociaux. Quelles sont les conséquences de tout ce harcèlement-là pour les victimes? Parce que c'est des images qui ne partent pas vraiment des réseaux sociaux, ça. Ben, je sais pas, je prends la parole. Je reviendrai un peu à Maman Tita et je reviendrai vers vous. Maman Tita, les conséquences selon vous, toutes ces images demain, voilà, vous avez quand même, vous êtes une maman, la maman de multiples enfants, vous devez en connaître certaines qui n'ont déjà été affichées comme ça, exposées.
qu'est-ce que ça peut provoquer, ça, dans la vie de quelqu'un? Pour moi, je vais dire ceci. Déjà, ça commence à provoquer les moins sérieux déjà. T'es moins sérieux. Pour la victime d'abord, pour la victime. Même la victime. Il ne faut pas faire ça. C'est ce que j'ai dit. C'est vrai. Il y a les réseaux sociaux. Il faut faire attention. Les gens vivent comme s'ils sont bandés. C'est vrai, on a la liberté d'expression. Ils vivent comme s'ils sont bandés. Restez calmes. Restez calmes, les gens. Soyez calmes. Ça va aller. Mais vous voulez vous faire voir. Vous voulez vous faire entendre parce que ça vous va. Ça leur va. C'est pour cela qu'ils aiment ces vies-là. Parce que moi, quelque chose qui ne me va pas, je ne veux pas mettre mon nez dedans. Je te dis, tous ces gens-là, c'est pas des 10 ans, 20 ans, on va dire, c'est des jeunes, ils vont changer quand ils vont grandir. C'est des mamans et des papas et des mamies aussi, ils font ça. D'accord. Donc toi, tu cibles vraiment ces personnes-là d'un certain âge qui se prêtent à ce jeu-là de règlement de compte. On éduque qu'un enfant, on n'éduque pas un adulte. Donc, il a déjà ces séquelles-là dans sa tête, il ne va pas changer. Si scandale leur arrive, qu'est-ce qui se passe? Si ces scandales leur arrivent, qu'est-ce que ça peut provoquer? Ils admettent ce qui leur arrive là. Ils admettent. Moi, je peux pas. Reste chez toi. Il faut avoir un peu des amis minimes. Il faut faire attention. Il faut faire toujours attention de tout. Là où tu mets tes pieds, là où tu es, là où tu t'assois, il faut voir si c'est taché pour essuyer. Mais c'est comme ça. Dans le temps, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Comment on faisait l'intimité? Donc, il n'y en avait pas parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, c'est un truc nouveau. C'est un truc ancien. Ça a commencé par nos ancêtres, nos parents, nous, le parent, nos enfants et nos petits-enfants. C'est de génération en génération. OK. Mais pourquoi vouloir faire ça? D'accord. Pourquoi vouloir faire ça? Moi, je ne sais pas. Hein. Pour ça, vraiment, je suis contre ces genres de trucs. Ça m'énerve déjà. Okay. Parce que si je suis présente de ces actes-là, moi, j'interviens toujours. Je parle. Même si ça ne me regarde pas, je parle. Je n'insulte pas, mais j'explique que ce n'est pas bien, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Celui qui veut écouter, il écoute. Celui qui ne veut pas, après moi, si c'est battre, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas là. Mais c'est malheureux et triste d'en arriver à là. Et ça se fait. Comme dit leur lichen, après, ils sont misérables parce qu'ils ne reçoivent pas l'attention voulue. Monsieur Jean, pour répondre à cette question, là, plus précisément par rapport aux victimes de cyberharcèlement. Écoutez, en fait, l'impact sur les victimes est un impact dévastateur sur le plan psychologique. On a vu des situations où les gens se sont suicidés par rapport à cela. Parce que l'intimité de quelqu'un porté en public, c'est quelque chose de très grave. De très grave. Maintenant, je reviens toujours sur la même chose, c'est-à-dire que c'est un changement pour lequel je ne pense pas que chacun d'entre nous, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on ait la possibilité ou, n'est-ce pas, la légitimité même d'enrayer. On ne peut pas reculer en arrière. Les médias sociaux se sont installés dans notre existence. Maintenant, chacun d'entre nous est un sujet d'État, c'est-à-dire que nous sommes des individus, nous vivons dans le cadre d'une société. Et chaque société a un système de valeurs qui permet aux uns et aux autres d'avoir cet équilibre dans la société. C'est-à-dire que nous, dans la société, le système de valeurs, le système de contrôle social, ça nous dispose que voilà ce qui est bien de faire et voilà ce qui n'est pas bien de faire. Voilà, dans toutes les sociétés, il y a ça. Avant l'arrivée des médias sociaux, on avait les institutions ou bien les instruments de contrôle social. Il y avait la police, il y avait la gendarmerie, il y avait ceci, il y avait cela, mais il y avait aussi la famille parce que le contrôle social commence par la famille, l'éducation qu'on reçoit chez soi, l'éducation que les parents vous inculquent. Si vous avez des bons parents également qui vous inculquent des bonnes valeurs, ce sont les valeurs. Et on sait très bien que dans notre société, la bonne société, une société bien intégrée en équilibre,
Eh bien, l'intimité de quelqu'un, c'est son appartenance, c'est à lui. Et donc, il n'y a pas de raison, n'est-ce pas, de flanquer cette intimité en public. Maintenant, quand on prend en ligne de compte tout ce qu'apportent les médias sociaux avec la liberté qu'on concède aux individus, il faut maintenant convoquer la même société de nous travailler sur toutes les dispositions possibles pour construire un système de contrôle social à la hauteur de ce qu'apportent les médias sociaux, c'est-à-dire cybercriminalité. Comment on va mettre en place, par exemple, un gendarme sur Internet qui va évidemment essayer de retranscrire la censure par rapport à ce que les uns et les autres peuvent partager. Mais là, c'est peut-être... En parlant de censure, M. Jean-Thomas, on va parler aussi d'une liberté d'expression qui arrive sur les réseaux sociaux, qui est aussi parler publiquement comme ça de la politique. Les gens aussi ont cette facilité aujourd'hui de se mettre en live, de décrypter la politique de leur pays, de juger les présidents, juger les lois, juger vraiment de la manière dont ils veulent, hein, s'ils veulent insulter, tout ça. Aucune limite, aucune barrière, aucune restriction. Vous avez parlé de tout ce que vous venez de citer là, de garde-fous, de gendarmes sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que c'est normal de pouvoir avoir autant de liberté? Parce que c'est vrai qu'on l'a cherché, cette liberté d'expression. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez en dire de cette liberté? La liberté de tout un chacun s'arrête là où commence la liberté des autres. Oui. C'est-à-dire que quand on vous concède une liberté, vous n'avez pas la liberté de tout faire et de tout dire non plus. Sinon, ce serait vraiment de l'anarchie la plus totale. Quelqu'un se lève, on bafoue les cadres sociaux. Mais non, c'est pourquoi j'ai dit en tant que nous sommes tous des sujets d'État. Donc, on vit dans une société. Une société ne peut pas évoluer en dehors de ce cadre normatif-là. Ce serait de l'anarchie, ça serait de la jungle. Et c'est les pouvoirs publics qui ont la charge, n'est-ce pas, de dresser ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour l'équilibre d'une société. Et là, on atteint quand même, c'est une atteinte, c'est un attentat aux mœurs quand on essaie de voir un peu ce dont on parle. Et cela est intolérable. Et donc, je reviens encore là-dessus, rien n'est encore perdu. Je pense quand même que, avec ces évolutions nouvelles, avec les médias sociaux, ainsi de suite, les gens sont en train de réfléchir comment canaliser un certain nombre de dérives que l'on voit sur les médias sociaux. Sinon, on ne peut pas empêcher aux gens de s'exprimer parce que le progrès par excellence, c'est d'abord la liberté individuelle. La liberté, c'est ce que nous recherchons de tout notre être. La liberté d'expression, la liberté de parole, et puis aussi, s'il y a des gens qui nous gouvernent, dans des systèmes démocratiques du moins, c'est bien parce que nous voulons qu'eux, ils soient nos représentants. Nous les votons. Mais nous devons aussi avoir cet espace de liberté de prendre la parole. De prendre la parole, même quand ceux que nous avons mis au devant ne s'y attendent pas. C'est ça les médias sociaux. Voilà. Aujourd'hui, vous avez programmé votre émission. On n'a pas demandé à un organisme de presse que voilà, nous voulons faire notre instant H aujourd'hui. Nous avons pris notre décision parce qu'on nous a accordé cette liberté-là. Et nous sommes aussi des agents socialisateurs, des agents de socialisation. Oui. À travers ce que Madame Tita a dit, à travers le leader que vous avez par rapport à notre échange aujourd'hui, à travers ce que je dis, les gens qui nous écoutent comprendront très bien que dans la réalité que nous vivons aujourd'hui, il y a danger également. Il y a danger. Voilà ce que je pourrais dire à ce niveau-là pour l'instant. Maman Tita, est-ce que tu veux rebondir dessus? Cette liberté, même au niveau, voilà, des gens qui interviennent. Oui, la liberté existe déjà, existait déjà. Ce n'est pas, on a demandé et que la liberté d'expression, d'insulter. On ne vous a pas demandé de passer devant les gens à insulter. C'est ça qu'il faut le faire, insulter. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu dis ce qu'il a à faire ou bien tu
tu lui dis ces bêtises qu'il a commises, et puis c'est tout. Il ne faut pas insulter. C'est les mots insultés. Oh, Miss Higuette, elle est bête. Ah bon? Tu la connais? Tu connais Miss Higuette? Oh, Maman Tita est bête. Tu connais Maman Tita? C'est des trucs comme ça qu'il ne faut pas. C'est vrai, vous pouvez passer devant les gens matin, midi, soir. Il n'y a pas de souci. Mais arrêtez d'insulter. Vous dites ce que vous avez à dire. Et puis, un point barre. C'est ça que j'ai dit. L'éducation venant de parents. Si toi, tu es bien éduqué, regarde. Miss Higuette passe sur son émission. Il n'insulte personne. Il parle des trucs qui sont bien en profit de tout le monde. Ça, c'est ce qu'il faut prendre. Mais Miss Higuette passe pour insulter les gens. Peut-être il y aura 10 personnes qui va te regarder. Hein. Il n'y aura même pas de partage. Hein. On va dire pourquoi elle. Il y a d'autres gens, les gens bien éduqués, bien instruits, ils éteignent la télé quand ils voient ça. Même si je suis curieux, je dis, celle-là, elle insulte les gens. Pourquoi je vais la regarder? Pourquoi? Donc, j'éteins ma télé. La liberté n'est pas synonyme d'insulter des gens. Liberté d'expression, parle ce que tu veux parler, exprime-toi, on va t'entendre, on peut te répondre. Pas insulter. Qu'est-ce qui fait que justement, comme tu viens si bien de le dire, là ce soir nous sommes réunis pour une émission quand même qui est très importante, voilà, par rapport à un fait de société, peut-être culturel, on ne sait pas. On essaie d'analyser en tout cas ce phénomène. Et comme tu dis, les gens ne sont pas au rendez-vous parce que voilà, il faut réfléchir, il faut se concentrer. Mais là, si c'était le contraire justement, nous étions en plein direct pour faire les choses citées ci-dessous, des randos, des affairages, des règlements de compte. Là, nous aurions eu une visibilité, les réseaux auraient explosé. Pourquoi ça? J'allais pas me présenter, Miss Higuette. Ah, j'espère bien. J'allais pas me présenter, mais je demande à tous ces gens-là qui sont comme ça, s'ils vous plaît. Qu'est-ce qui les attire, Maman Tita? Selon toi? Je veux me faire voir bête. Je veux me faire voir. Tu sais, à l'école, il y avait premier de la classe et dernier, et il y avait des gens au milieu. C'est les derniers qui sont comme ça, qui sont bêtes. Ils sont bêtes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais du coup, ils sont suivis par des personnes. Il y a des gens qui les encouragent. On voit des millions de vues, des millions oui, de vues. Oui. Les gens de même, il y a les rangs sociaux, hein. Les gens de leur rang, ils les suivent aussi. Je peux t'appeler après l'émission, je dis, Miss Higuette, insulte Tita. Reprends, insulte. Tu le fais aussi, hein. Parce que c'est la liberté d'expression. Ça part de peur, la liberté d'expression. Okay. Moi, je n'ai pas éduqué mes enfants comme ça. D'insulter, de s'insulter, de parler, de ne pas se contrôler. Il faut contrôler ce que tu sors de ta bouche. Tu contrôles ça. Ça aide les gens. Ça aide. Monsieur Georges Gomin. Oui. J'ai posé la question à Maman Tita. Apparemment, hein, plus il y a des insanités, plus il y a de la vulgarité, des accrochages, plus il y a des vues. Pourquoi? Écoutez, pourquoi j'ai bien peur de penser un peu à la déchéance de notre société d'une manière générale. Il faut quand même aussi rattacher le comportement individuel aussi au comportement social d'une manière générale. Nous vivons dans une société. Regardons un peu certaines sociétés de chez nous en Afrique, l'état de délabrement de ces sociétés-là aussi. Ça peut venir de l'organisation globale d'une société qui se retranscrit au niveau des comportements individuels. C'est-à-dire qu'un système qui a mis en place les meilleures structures d'éducation, parce que tout part de là. Moi, dans ma famille, nous avons reçu une éducation à ne jamais insulter les gens, donc ça ne nous vient jamais à l'esprit de pouvoir insulter les gens. Ce qui veut dire que nous sommes à l'image de l'éducation que nous recevons. Et l'éducation que l'on reçoit, bien sûr, la socialisation commence au niveau de la famille. Mais la famille, c'est déjà la société en miniature. Donc, il faut que la société puisse disposer d'un ensemble de structures sociales qui permettent aux uns et aux autres d'avoir, n'est-ce pas, des éléments d'éducation qui soient solides et qui poussent les gens à ne pas penser un jour se lever et se mettre à insulter les gens sur la toile.
Donc, on ne peut pas détacher le comportement individuel quand même de l'organisation sociale. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes des sujets d'État. Nous sommes des sujets d'État. L'individu est dans une société. Et le niveau d'organisation de la société peut dépendre aussi du comportement individuel. Donc, c'est une façon de dire simplement que, il y a une dimension morale aussi dans ce que nous sommes en train de faire là. Et quand on évoque la dimension morale, évidemment, ça rentre directement dans ces processus de socialisation. Voilà. D'accord. Et je vais lire un peu quelques questions qui nous sont parvenues par nos auditeurs sur Facebook. Donc, pour tous ceux qui sont connectés un peu partout, nous sommes en direct sur la page Facebook Miss Huguette. Donc, vous êtes dans votre émission Instant H pour ceux qui nous rejoignent. Bonsoir Mireille William Creed. Je vais lire quelques éléments. Donc, Monsieur Jean Didas nous dit « Les gens sont libres de s'exprimer très librement sur la politique à condition de respecter les politiciens en tant que personne. C'est la diffamation qui est surtout condamnée. Pour le reste, la liberté est très large. » Merci Monsieur Jean Didas, j'aurais vraiment besoin de vous. Restez connectés. Préparez déjà les éléments concernant les lois. Quelles sont les peines encourues par ces cyberharceleurs? Les peines, on veut savoir un peu les chiffres, on veut savoir les sanctions. Si vous pouvez vraiment nous en dire plus, si même vous pouvez vous connecter quelques minutes, ça nous fera plaisir. Sinon, par écrit, ça sera déjà très bien. Monsieur, oui? Non, mais pour rebondir un peu, si vous me le permettez, bien sûr, un peu sur un aspect de ce qu'a dit Madame Tita, là, entre-temps, là, sur ces insultes. Mais il faut quand même savoir, il faut dire ceci, que l'altérité et la conflictualité entre les gens a toujours existé depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Les gens se sentent toujours insultés, les gens ont toujours, se sentent toujours retrouvés dans des situations de conflit. Mais cette situation s'est amplifiée, a pris une ampleur extraordinaire avec les médias sociaux parce que c'est mis à la disposition du monde entier. C'est-à-dire que ça se passe dans un coin d'Afrique, au pôle Nord là-bas, les gens sont au courant de ce qui se passe. Donc cette dimension nouvelle est à prendre en ligne de compte, d'où la difficulté ou bien l'effort à faire pour pouvoir réguler un peu, n'est-ce pas, cette sociabilité sur les médias sociaux. Voilà. Donc, c'est simplement une façon de ressouligner un peu le caractère profond des changements que nous vivons aujourd'hui et qui nous poussent vraiment à, comment je peux dire ça, à redoubler d'efforts pour trouver des méthodes pour réguler un peu cela aujourd'hui. Alors, justement, on va essayer de chercher ensemble hein, les stratégies pour essayer de réguler tout ça. Mais aujourd'hui, je voudrais savoir, nous, on est en Europe, vous êtes plus sur le continent américain. Est-ce que ce phénomène est un peu généralisé ou c'est différent? Oh ben non, c'est pas différent. C'est pas différent. De toutes les façons, avec ce la virtualité n'a pas de frontières. Hein, la virtualité n'a pas de frontières. Ce dont nous parlons sur les impacts ou les conséquences des médias sociaux, je pense que c'est planétaire, ça. Hein, c'est des choses qu'on retrouve partout. Parce que, évidemment, la fibre optique s'utilise un peu partout, là, je pense. Donc, nous sommes confrontés à la même réalité. Nous sommes confrontés partout à la même réalité. La cybercriminalité fait rage ici au Canada et davantage aux États-Unis d'ailleurs. Vous savez, hein, la cybercriminalité, c'est le piratage informatique, c'est le vol des informations personnelles, c'est la transmission des virus dans une intention tout à fait criminelle. C'est des gens qui sont là, qui se sont constitués en corporation. Il faut le dire comme ça. Les cybercriminels, c'est des grosses corporations qui ont tapis au sol et qui écument, n'est-ce pas, les réseaux numériques et qui se font un pognon extraordinaire. Ah, ça, ils sont rémunérés? Pardon? Ils sont rémunérés?
Ah ben non, non, mais non, ils sont pas rémunérés, ben, enfin, ils sont rémunérés entre guillemets par l'arnaque qu'ils font auprès des gens, puisqu'ils subtilisent de l'argent aux gens, ils piratent les comptes bancaires, ils piratent les mots de passe, ils piratent tout, tout, tout. Ils rentrent, quelqu'un peut t'appeler si tu es naïf, mais il rentre dans ton ordinateur. Si tu lui donnes les informations dont il a besoin, il va rentrer allègrement dans ton ordinateur et prendre le contrôle de ton ordinateur et débusquer les mots de passe que tu as sur ton banque et il en fait son affaire. Wow. Donc, c'est ça la cybercriminalité. C'est pas seulement lié aux affaires de mœurs, oui, à l'affairage, comme vous le dites ici, au rando, mais ça écume toute notre existence. Il y a ce côté-là aussi. Et puis, quand on regarde un peu l'infraction, l'invasion sur nos comptes bancaires, là, à ce rythme, comme vous dites, sur des choses très confidentielles et qui peuvent nous ruiner, déstabiliser, perturber, là. Ah, mais absolument. Le vol, Madame Miss Huguette, vous savez très bien, le vol d'identité. Mais oui, le vol d'identité, c'est-à-dire qu'une fois que la personne est entrée dans votre intimité, eh ben, c'est-à-dire qu'il se constitue comme vous. C'est-à-dire qu'il a tous vos données, il prend vos photos, il va faire une carte d'identité puisqu'il a tout. Les informations confidentielles qu'on lui donne, puisqu'il vous les a piquées, eh bien, tranquillement, il appelle dans une administration pour faire un passeport. Ben, il apporte avec tous les éléments, puisque vous avez ouvert votre porte, il est rentré, il a pris ses documents qu'on vous demande au service d'immigration pour vous établir un nouveau passeport. Et puis, il sortira de là avec le nouveau passeport, avec sa photo, et c'est un vol d'identité. Et quand vous vous rendez compte, et même quand vous vous rendez compte, vous faites des réclamations, mais c'est les plus facile de revenir là-dessus parce que c'est des procédures incroyables. On viendra. On verra un volet dessus, mais on va revenir vraiment parce que les gens nous posent vraiment beaucoup de questions sur ce cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, plus particulièrement. Oui. Alors, du coup, vous avez peut-être des pistes, des clés pour toutes ces personnes qui sont dedans. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Comment on peut revenir en arrière quand on est lancé dans quelque chose? Cette course à, je sais pas si c'est une notoriété, aux vues, à cette visibilité, aux gens qui soutiennent, qui encouragent, qui poussent ces personnes à continuer comme ça jour après jour, à continuer à faire des règlements de compte sur les réseaux sociaux. Ils sont très suivis, hein, et parfois même de par leur notoriété poussent aussi d'autres personnes à aller, voilà, faire vengeance auprès d'une personne qu'ils harcèlent. Comment on peut revenir en arrière? Mais pour revenir en arrière, bon, déjà, le fait, je vois, le délabrement moral de notre société, quand vous me dites, par exemple, que c'est ce genre de choses pour lesquelles les gens sont friands. Quand on leur pousse un peu à des choses qui suscitent un peu plus de réflexion, un peu plus de complexité, on les voit pas. On les voit pas. Mais sur des choses viles, oui, des choses basses, oui, tu verras que les gens courent derrière ça. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que le comportement individuel n'est pas à détacher de l'état moral d'une société. Et dans la oisiveté, dans la bassesse, qu'est-ce qu'on peut en déduire quand on voit ces millions de personnes connectées? Même parfois en regardant, on a même des gens qu'on connaît qui sont en train de regarder ce genre de choses. On est un peu surpris. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les gens aiment la bassesse, la oisiveté? La raison pour laquelle autant de personnes s'accrochent à cette bassesse-là, je ne saurais vous le dire en dehors de vous répéter tout simplement que ça traduit quand même l'état moral d'une société. L'état moral d'une société qui se réduit au lieu de s'épanouir, si vous voulez. Parce que l'épanouissement, je le trouve autour de l'éducation. Autour de l'éducation, une bonne éducation. Mais où est-ce que nous en sommes avec cette éducation-là? Même l'éducation populaire aussi, parce qu'il n'y a pas que des jeunes, il n'y a pas que des petits-enfants qui sont là-dedans, il y a même des adultes aussi qui sont là-dedans. Donc, il y a besoin peut-être aussi d'une certaine éducation populaire. Il y a nécessairement quelque chose qu'il faudra mettre en place, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qu'il faut nécessairement mettre en place pour réguler, pour essayer de réguler un peu, n'est-ce pas, l'emportement de tout un monde par rapport à cela.
Je ne sais pas, mais il faudra vraiment essayer de traiter au niveau le plus élevé de l'organisation de notre société. Je n'en sais rien. Il faut que les responsables politiques puissent prendre, n'est-ce pas, leurs responsabilités. Parce que c'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas nous en tant qu'individus qui devons générer, n'est-ce pas, des nouvelles structures pour avoir un contrôle beaucoup plus soutenu sur ce genre de laisser-aller moral sur la toile où on voit vraiment, et ça se limite pas peut-être une grande ampleur au niveau des masses, mais quand on s'élève aussi dans la hiérarchie sociale, on trouve que même les hommes politiques ne sont pas à l'abri de cela. Hein? On nous a rapporté quand même aussi beaucoup de scandales au niveau des hommes politiques où évidemment on a vu sur les médias sociaux les hommes politiques avec leur sexe en l'air, excusez-moi l'expression, ou des choses comme ça. Donc, aucun secteur de la vie sociale, y compris les plus élevés, n'est à l'abri de cela. Mais de notre côté aussi, le côté positif des choses, c'est cette liberté qu'on a acquis et qui dévoile ce qui était couvert avant. C'est-à-dire qu'avec les médias sociaux, les mauvaises pratiques politiques, les mauvaises pratiques économiques aussi sont ramenées, n'est-ce pas, à la surface. Alors qu'avant, les gens pouvaient faire leurs choses loin du regard des gens. Donc, je maintiens le fait que les médias sociaux, ça peut être vu comme quelque chose de positif. Quelque chose de positif et aussi quelque chose de négatif par rapport un peu à cette portion congrue de l'affaire. D'accord. Pauline Victorieuse nous dit, pourquoi les politiques? Donc, pour elle, selon elle, je pense qu'il ne faut pas les incriminer. C'est un problème d'éducation et de valeurs morales et personnelles. Donc, c'est un peu tout ce que vous nous dites depuis le début. Merci, Pauline Victorieuse, pour cette intervention. Maman Tita, on t'avait perdu. J'ai cru que tu reviendrais pas. Merci de ton retour. Je te pose tout de suite une question. On me demande pourquoi il y a autant de femmes qui s'affairent à faire ces affairages, rando, règlements de compte, tous ces clashs. Comment ça se fait qu'il y a autant de femmes qui font ça? Toi-même, tu nous l'as dit, tu as même dit à peu près la tranche d'âge de ces femmes qui s'affairent à faire ça. Pourquoi les femmes? C'est leur volonté, hein, c'est leur liberté d'expression, c'est leur façon de vivre. Hein. C'est leur façon de vivre. Hein, bon. Mais pourquoi les femmes chez les hommes? Pourquoi les femmes aujourd'hui vraiment sont très ancrées dans ce genre de procédés? Tu sais, la vie actuelle, il y a des gens, des Rose-Croix, des formations, des gens qui prient, des gens qui font des sacrifices, des gens qui font n'importe quoi. C'est pour cela que ça existe. Parce que si tu es consciente de ce que tu fais, tu peux rester chez toi. Les femmes, parce que je ne sais pas, pour moi, je vois ça comme si c'est des sacrifices qu'ils font. On leur demande le sang de quelqu'un, c'est en faisant des désordres qu'ils peuvent obtenir ça. Parce qu'en ayant une femme ordonnée, tu ne peux pas obtenir ça. Des fois, ça fait peur. Hein? Des fois, j'assiste dans des randos là, je regarde les gens qui se font des randos, je me regarde, je dis, mais pourquoi ça? Pourquoi? C'est des gens qui font des sacrifices. Il ne faut pas chercher à entrer vraiment dedans. Ça, c'est leur façon de vivre. Tu rentres un peu sur la partie spirituelle et tu es en train de me dire que tu as l'impression que spirituellement, ils sont plus vraiment normaux. Oui, c'est leur façon de vivre. Moi, je dis spirituellement, c'est les gens qui se donnent des sons, qui se donnent, je ne sais pas. Hein, ça, c'est pas politique. Hein. Ça, c'est pas politique, Pauline Victorieuse. Moi, je parle des dames qui s'est fait des randos dans les gares, dans le bus, dans le métro, dans la rue. Une femme doit être respectueuse. On regardera nos mamans, comment ils étaient respectueuses. Tu l'entendras pas parler, tu l'entendras pas crier. Tellement la liberté d'expression a pris la place dans la société actuelle, tellement la liberté a pris la place dans nos réseaux sociaux. C'est pour cela qu'il n'y a plus du respect. C'est pour cela qu'il se voit tout permis. Donc, là, franchement, ça me fait de la peine. Bon. On va parler un peu de la place du boycott.
Qu'est-ce que toi tu peux dire à tes enfants, à tes petits-enfants, aux personnes qui te suivent par rapport à tous ces randos, règlements de compte sur les réseaux sociaux? Quels sont les mots que tu peux leur dire pour ne pas les suivre, pour ne pas continuer à propager ça avec des nombres de vues, avec des partages? Quel est ton message? Mon message est que la Bible nous déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut faire des fondements qui sont bien en soi. En soi. Dieu est là pour nous protéger, mais protège-toi aussi. Reste chez toi. Tu as les linges à faire. Tu as la lessive à faire. T'as la maison à ranger, reste chez toi. Tu vas déjà au travail, tu es fatigué, tu rentres, tu es fatigué. Reste au moins à la maison. Occupe-toi de tes enfants. Occupe-toi du reste de la maison. À la place de se faire voir comme ça, bêtement, crier, insulter, mettre les gens mal à l'aise. Vraiment, c'est honteux. Hein? Si tu vois ces femmes-là, qui se déshabillent, mais tu vas dire, mais elle là, c'est une femme mariée, vraiment. C'est comme une lionne qui veut dévorer quelque chose. Moi, j'ai déjà vu. Et quand l'esprit m'est arrivé, je suis parti, j'ai tenu les lions, j'ai dit, regarde-moi en face. Que Dieu te protège, quitte ces milieux-là. Ça m'est déjà arrivé de participer dans des randos là. Je suis maman congolaise, hein. Je ne veux pas dire je ne connais pas. Non, je connais comment ça se passe. Comment les insultes là se passent. Mais je leur dis, qu'ils se corrigent, qu'ils restent calmes, la vie continue. Peut-être après les androïdes, après les internets, il y aura encore d'autres trucs qui vont sortir. S'ils veulent que Dieu les amène à éternité, il faut qu'ils soient sages. C'est la sagesse. Vous avez parlé de solitude avant que je donne la parole à Monsieur Goma. Vous avez beaucoup parlé de solitude. Un auditeur nous dit, et si la réalité de la femme seule ou des divorces influence cette histoire? Qu'est-ce que tu peux dire par là? Est-ce que on a quand même vécu un confinement, on a été bloqué pendant au minimum 3 mois? Est-ce que tout ça, ça a pu faire craquer certaines personnes? On a parlé majoritairement des femmes qui font ça. Est-ce que tu peux comprendre que la solitude peut faire péter les plombs, craquer? La situation familiale, l'instabilité familiale peut faire aussi craquer l'éducation des enfants, les factures, et du coup c'est un défoulement, un défouloir pour elles, les réseaux sociaux. Bah, écoutez, on peut le voir de cette manière-là. De toutes les façons, il faut d'abord savoir que dans l'ordre, j'allais dire l'ordre normal des choses, les familles, la notion de la famille est très essentielle. Je l'ai dit tantôt, la famille, c'est la cellule de base d'une société. Et quand on parle de la famille, on voit le père, la mère et les enfants. C'est cet équilibre-là que chacun recherche. Il y avait ce qu'on appelait la famille traditionnelle, qui était assez stable quand même, hein, qui était assez stable. Mais compte tenu de ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire une société qui est perpétuellement en mouvement, une société qui change perpétuellement en fonction aussi de l'évolution des techniques, de la technologie. On voit très bien que les médias sociaux, ça relève aussi de la technologie qui rentre, n'est-ce pas, dans nos modes de communication, qui atteint le niveau que nous connaissons aujourd'hui avec ces médias sociaux, avec toutes les conséquences que nous connaissons. Donc, en fait, voilà cette famille qui est transformée également, et dans cette transformation aussi, le divorce n'est plus perçu forcément comme quelque chose de négatif. Le divorce est devenu quelque chose que même les pouvoirs publics, à travers les systèmes de protection sociale dévolus à la protection des enfants ou des femmes, peuvent conseiller. Ça, c'est voilà, on conseille, mais écoute, il te bat, il faut divorcer. Voilà, on te pousse à divorcer. Les enfants aussi, l'hyperprotection de l'enfant par la société crée une situation où on peut demander à l'enfant d'être en contradiction avec ses parents.
On sait très bien qu'aujourd'hui, par exemple, il est interdit de donner une fessée à l'enfant. On peut aller en prison quand on donne une fessée à l'enfant, en France, au Canada, un peu partout. Mais nous savons très bien aussi qu'un enfant qui naît, il y a la notion de la récompense et la notion de la punition. Et que la récompense, c'est pour récompenser un enfant qui a suivi les conseils que les parents lui ont donnés et qui évolue très bien. On lui achète des choses, on lui fait des bisous. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi un enfant qui est renégat, qui fait des mauvaises choses et pour lesquelles on penserait à quelle punition lui donner pour qu'il revienne un peu sur le droit chemin. Voilà un peu les conceptions traditionnelles qu'on avait de cette éducation et qu'avec l'évolution de notre société d'aujourd'hui, on n'y a plus que la récompense. C'est-à-dire que la punition est complètement reléguée. Il faut même pas. Et ça montre parfois à la fin que il y a des enfants qui sont des enfants rois, qui deviennent un peu des enfants qui retournent un peu la violence vers leurs parents. Je ferme un peu cette parenthèse pour bien comprendre, parce que c'est l'évolution de la société qu'il faut comprendre là. Il faut vous comprendre que les progrès qui nous ont apporté ces médias sociaux également, la révolution du numérique, bien sûr, ça crée, il y a un impact aussi sur la formation ou le maintien des familles aussi, vous voyez. Et donc, pour revenir un peu au point qui a été avancé par un internaute, bien sûr que quand un couple se sépare, parfois avec raison, parce que les maris violents existent, Et quand un couple se sépare, qu'est-ce qui se crée au milieu? Il y a tout un problème, un tralala autour de la garde des enfants. Et cette garde des enfants, parfois, on ne trouve pas les formes les plus souples pour que chacun puisse avoir son compte, le père, la mère et les enfants. Et ça arrive que ça soit conflictuel. Ça arrive que finalement, les femmes se retrouvent seules. Parfois, les enfants sont confiés au père pour telle ou telle raison. Et qu'on trouve peut-être aussi dans les médias sociaux un reconfort. Il y a sur les médias sociaux certainement l'association des femmes seules, l'association des hommes qu'on a retiré les enfants. Vous savez, ici au Canada, par exemple, il y a ce qu'on appelle les études masculinistes. Avant, on connaissait bien les études féministes. Parce que les femmes sont ce groupe de personnes qui, depuis historiquement, ont été, n'est-ce pas, un peu beaucoup plus discriminées dans le temps. Donc, le féminisme a permis aux femmes de retrouver quand même une bonne position dans la société. Mais maintenant, on parle des études masculinistes. Parce qu'avec l'évolution du féminisme, ici au Canada, ça a atteint des niveaux très élevés. Et les hommes, à un certain moment, se retrouvent aussi dans une position de faiblesse. Vous voyez ? Ils n'ont pas accès à leurs enfants, ils s'organisent, ils ont des avocats pour plaider leur cause également. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut saisir un peu, la subtilité de cette évolution qui nous entraîne des conséquences extraordinaires pour lesquelles il faudra réfléchir comment réguler un peu l'ordre des choses. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Justement, là, vous êtes en train d'essayer de nous donner un peu voilà, l'ordre d'idées. On est en train de voir aussi dans cette société que nous sommes en train de vivre, voilà, des familles monoparentales, des mères, des femmes. D'autres me demandent, donc, qu'est-ce qu'on veut dire dans cette fragilité, stabilité de la famille, en fait? Est-ce que ces femmes-là ont des caractères dominants? Les acteurs, les actrices de rando sont souvent des femmes, donc l'auditeur nous met seul, entre parenthèses, accompagné d'hommes. Comme vous nous dites, il y a la masculinisation, mais où sont ces hommes dans tout ça? Est-ce que les hommes n'ont pas le devoir de canaliser, qu'il soit le père présent, le mari, qu'il soit l'ex, d'appeler son ex-conjointe, la mère de ses enfants, pour essayer de calmer toutes ces choses, ou qu'il soit, je sais pas, le conjoint, le concubin présent? Où sont ces hommes, que ce soit les frères, que ce soit les pères, où sont les hommes dans tout ça? Écoutez, où sont les hommes? Les hommes sont là, mais les hommes ne sont plus forcément dans une position de pouvoir pour lequel on attendrait des choses de ces hommes-là. Ces hommes-là aussi sont parfois victimes, et ils attendent aussi c'est pourquoi je remonte toujours à la régulation sociale. La régulation sociale. Nous sommes des individus atomisés, mais sous le contrôle quand même d'une société qui a une gouvernance, une société
qui a une Assemblée nationale, qui a un Sénat. L'Assemblée nationale a pour vocation de créer des nouvelles lois en fonction des circonstances nouvelles qui apparaissent dans la société. C'est là le député. Quand on élit un député a une circonscription bien limitée pour que le député puisse avoir une vue claire sur les problèmes qui se posent dans sa circonscription. Il est au contact des gens. Il discute avec des gens. Il est au courant dans mon quartier, il y a des randos qui s'organisent. Il est au courant que dans mon quartier, il y a comment l'expression affairage. Affairage. Il y a l'affairage. Vous voyez que j'apprends beaucoup de choses avec l'émission aujourd'hui. L'affairage. Il y a des clashs. Ça, c'est dans ma circonscription. Comme je suis député de cette circonscription, je vais aller voir les personnes, les acteurs de ces randos-là pour voir, saisir d'abord le sens, l'origine de ces randos-là. Qu'est-ce qui procède à ces choses-là? Et une fois que j'ai cerné ça dans ma circonscription, je peux emmener ça au Parlement, discuter avec les autres pour dire que, écoute, avec les médias sociaux là, voilà ce que nous arrive. Comment est-ce qu'on va faire pour canaliser, pour retrouver cette régulation sociale, pour qu'évidemment, ça ne soit pas de l'anarchie et que ça ne se continue pas. Je pense quand même que le rapport, vous voyez que l'effort que j'essaie de faire, il y a le comportement individuel, mais ne voyons pas seulement le comportement individuel. Parfois, la société, en fait, produit les germes de sa propre destruction aussi. Vous voyez, à travers les lois qu'on met en place qui parfois ne sont pas adaptées. C'est ça le truc. Donc, pour régler le problème, il faut une belle articulation entre le comportement individuel et l'organisation de la société. Aujourd'hui, est-ce que l'émancipation de la femme y joue? Est-ce que c'est un danger pour notre société? Bon, écoutez, ça c'est une question d'une grande complexité. L'émancipation de la femme est fondamentalement une bonne chose. La société patriarcale d'hier, c'est la société patriarcale d'hier qui était calibrée sur les valeurs de ce temps-là où on pensait que c'est l'homme qui était le ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire qui va au dehors de la famille, chercher de la ressource et apporter et mettre cette ressource à la disposition de la femme qui est la ministre des Affaires intérieures, de l'intérieur. L'extérieur et l'intérieur. Ça, c'est un peu le cliché de ce qu'était la société d'hier. Et dans nos sociétés africaines, il y a encore cette approche de la chose qu'une femme, on l'épouse, on la met dans la maison et l'homme va travailler pour apporter la subsistance. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de nos sociétés, y compris des sociétés africaines, la femme s'est émancipée. Avec tout le travail qu'ont fait les féministes, vous savez qu'au niveau international, c'est jusqu'à 4 conférences de la femme qui se sont produites. Et à chaque conférence, les gouvernants au niveau national et international ont travaillé à bien asseoir cette émancipation de la femme. Donc, on a parlé de la femme. Bon, maintenant, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Bon, mais en fait, je ne veux pas le dire comme ça, mais je voudrais simplement qu'on prenne en ligne de compte le fait que, ben d'accord, mais la femme est fondamentalement différente de l'homme. Ça, c'est très, très important. La femme est fondamentalement différente. Donc, il y a certaines différences, même s'il y a l'égalité de l'homme et de la femme, certainement sur le plan purement social, de la production sociale, mais sur le plan de la reproduction biologique, on comprendra qu'un homme reste un homme, une femme reste une femme et qu'on n'a pas les mêmes caractéristiques. Et cette différence peut faire qu'on invente quand même comment différencier ces deux personnes-là. D'accord. Maman Tita, je te pose la même question. L'émancipation de la femme, je pense que tu me diras ça a été une bonne chose, mais là, vous êtes en train de nous montrer aussi les points négatifs de ce côté-là. Donc, du coup, bonne chose, mauvaise chose, qu'est-ce qui n'a pas marché là, dans cette liberté qu'on nous a donnée? Le micro. Si tu peux reprendre, le micro était coupé. On t'écoute, c'est bon. Ah bon? Pour moi, c'est une bonne chose, hein, l'émancipation de la femme. Parce qu'on connaît nos mamans
Ils étaient derrière la cuisine, ils sortaient pas. Le maman, c'est couture, cuisine, Voilà. et ils n'avaient pas un mot à dire. Mais au jour d'aujourd'hui, si papa fait une bêtise, maman peut lui dire ce que tu as fait là, c'est pas bien. Pas en criant, tu lui parles, c'est ton mari, c'est ton conjoint, il va t'écouter. C'est ça, moi, pour moi, je trouve que c'est mieux parce que Mais chacun dans est libre de de ce s'exprimer. contexte, on a C'est ça donné qu'on ce appelle. droit de parole, cette liberté, son téléphone, d'avoir un peu ses contacts, son intimité. Et regarde aujourd'hui ce que en font certaines personnes. Alors, c'est vraiment, certainement, je l'espère, une minorité, mais regarde ce qu'elles en font de cette liberté. Donc, ben, dans chaque règle, il y a toujours d'exagération, hein. Dans chaque règle, il y a toujours d'exagération. Tout le monde n'est pas pareil déjà. Tout le monde ne raisonne pas pareil. Tout le monde ne conçoit pas leur façon de vivre pareil, D'accord. hein. Nous, les femmes, on n'est pas des randonneuses. Les randonneuses, là, Oui. ils ont leur façon de faire. Ils ont leur camp. Ils ont des randonneurs de leur côté. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Un homme, c'est un homme qui va épouser une femme, non? C'est un homme qui est papa. Avec tout ce qu'il a, l'homme là, qu'il est sorti de ses chez parents pour venir avoir. Parce qu'on est deux familles différentes. On n'a pas la même Effectivement. éducation. Le papa là, l'homme là, il sort de chez lui pour aller épouser une femme. Il lui dit, moi je veux ça, moi je veux ça. Qui lui donne les instructions. Dans chaque société, il y a des règlements d'ordre intérieur à suivre. Si tu prends ta femme, tu l'éduques avec tes règlements d'ordre intérieur, ça va aller mieux. Mais si tu ne le fais pas, ah, c'est malheureux, triste. Nous avançons dans l'émission. Quelles sont maintenant les pistes, les conseils que toi tu peux donner pour que ces choses s'arrêtent en fait? Mais, Miss Higuette, là, même si j'ai donné aujourd'hui, je peux leur dire qu'ils arrêtent seulement, qu'ils arrêtent vraiment, qu'ils se mettent au fourneau, qu'ils se mettent à l'éducation de leurs enfants. On peut faire aussi l'exception, hein. On peut faire aussi l'exception. D'être derrière les enfants, ça avance la vie. Mais quand on laisse les enfants à la liberté de n'importe comment, c'est ça qui fout le femme. C'est ça qui tue. Nous, parents, il faut qu'on soit derrière nos enfants. Nous, parents, il faut qu'on sache que mon enfant, il veut quoi. C'est pas tout le temps comme des chiens, les chiens et les chats. Nous, si on joue à ça, l'éducation est bafoue. Mais si on vient avec la conversation normale, on veut voir ce que l'enfant veut et ce qu'il veut pas, ce que le mari veut et ce qu'il veut pas, ce que la femme veut et ce qu'elle ne veut pas, ça va partir en belle lurette. Et vous allez voir, vous allez vous en sortir. Et Sans qu'il y ait des querelles. quelle sera l'issue, maman Tita? Comment on va finir avec tout ça? Je n'ai pas compris la question. Quelle sera l'issue de tout ce qui est en train de se passer là? Comme tu le sais, toutes ces violences-là qui sont en train de se produire, de plus en plus violentes. Et comment ça va se finir pour toi? Ça va s'arrêter comment? Ça va aller comment? On va continuer comme ça? Non, 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 ça va s'arrêter. Parce que si on arrête, quand ils font ça, ils sont en groupe, hein. Mais quand on prend une d'eux, là, ça revient les salettes individuelles, hein. Ça, c'est, il faut personne. Maintenant, tu vas te regarder, oh, on a attrapé Jackie, laisse-moi courir, rentrer chez moi. Tu vois? Ça les éduque aussi, t'inquiète pas, hein. Ça les éduque aussi. Cet effet de soutien là de leurs collaboratrices qui leur donne cette adrénaline. S'il n'y avait pas toutes ces personnes qui les soutenaient. Mais je vais te dire un truc, hein. C'est pas des femmes qui les soutiennent, c'est des hommes qui sont derrière tout ça. Les jours où moi j'avais vu un homme, je dis, mais lui, c'est un fou. Donc, il prend l'argent derrière, comme il a dit, M. Ngoma. Le gars là, il prend l'argent derrière ces filles-là. Allez, chamaillez-vous, insultez-vous comme ça. Un coach, comme vous appelez en ce moment, il y a des coachs pour les insultes. Il y en a, hein. Dans la vie actuelle, il y en a. Donc, toi, passe devant, tu fais ça, tu fais ci, je vais te soutenir. Il n'y aura rien. S'ils arrivent à n'importe comment, je vais te soutenir. Ça fait le simple, ça fait mal. Ça fait mal. Arrêtez de faire ça, les filles. Arrêtez, arrêtez. Ça fait vraiment mal. Ça fait mal. Monsieur Georges Gomin,
On a parlé de toutes les personnes qui le font, qui le subissent, mais maintenant, je voudrais aussi un petit peu évoquer très rapidement les hébergeurs, ceux qui stockent un peu toutes ces informations. On parle des plateformes comme les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Ils permettent que ces personnes fassent des vidéos de la sorte, fassent ce genre d'émissions. Comment faire pour ne pas propager, ne pas diffuser ce genre d'émissions? Quel est leur devoir, en fait, face à tout ça? Bon, ben écoutez, je reviens encore sur les éléments que je trouve essentiels. Je reviens toujours, et vous m'en excuserez, c'est pas de ma faute d'être un sociologue, c'est l'évolution de la société. Et dans cette évolution, il y a des travers. On prend des travers également. Et comment faire? On va pas sur le plan. Il y a la notion en fait, de la responsabilité ou la responsabilisation de chacun en tant qu'individu, de chacun en tant que famille, de chacun en tant que société. Et la responsabilisation de chacun en tant que société, fondamentalement, ça revient à ce que j'ai dit tantôt, le contrôle social. Et quelles sont les formes que doit prendre ce contrôle social? Nous savons très bien qu'il y a cette grosse sphère qui est le numérique, tout passe par le numérique. Eh bien, de la même façon que nous avons les policiers qui passent dans la rue, dans leur voiture, parce qu'ils exercent leur travail, ils sont payés pour ça, pour traquer les malfrats, qui viennent mettre un peu en danger l'ordre social. Eh bien, sur la toile également, je pense qu'il faudra mettre des bâtons doubles, des bouchées doubles plutôt, des bouchées doubles pour sécuriser, pour stabiliser cette police numérique et qui devrait avoir, n'est-ce pas, à portée de main les grands fournisseurs de réseaux numériques, Facebook, Instagram, LinkedIn, tout ce que l'on, comment on appelle, en tout cas, tous les médias sociaux là. Toutes les plateformes. Ils se donnent. Parce que là, ils ont des moyens quand même aussi de débusquer des pédophiles. Hein? Ils peuvent traquer toutes les personnes sur les médias sociaux. Et la censure n'est pas forcément quelque chose de mauvais. La censure, quand elle est logique, elle tient la route. C'est-à-dire que ces fournisseurs de plateformes-là devaient aussi savoir qu'est-ce qu'il faudra laisser publier et qu'est-ce qu'il ne faut pas laisser publier. Je ne sais pas si en dehors de cela, on pourra avoir une solution pour régler le problème, mais il faut que la société prenne ses responsabilités en légiférant. En légiférant, c'est pourquoi j'ai évoqué en tout temps les députés qui fabriquent les lois. Il faut qu'il y ait une loi. Il faut qu'il y ait la loi sur la gestion du numérique. Voilà. Je pense que c'est ça qui me vient à l'esprit. Il faut réguler les comportements individuels par une législation qui soit efficace et puis voilà. D'accord. Un auditeur nous dit que l'émancipation des femmes a profité aux femmes, mais a nui aux enfants. Avant, les enfants évoluaient mieux quand les familles étaient dirigées par les hommes. À notre époque, rien ne va, car les femmes qui se sont emparées de tous les pouvoirs familiaux ne savent pas les exercer. Bon. Ben écoute, là, je voudrais pas m'engager là-dedans. C'est un peu un procès d'intention. Peut-être qu'on fait là-dessus. La meilleure chose serait de revenir tout simplement à ce que je n'arrête pas de dire parce que j'y crois vraiment, l'évolution de notre société, c'est tout. Les femmes ont le droit d'être émancipées parce qu'il n'y a pas de raison qu'à même niveau de formation, machin, que la femme soit toujours derrière. Donc, l'émancipation de la femme, c'est une chose essentielle. Mais à travers cette évolution, il faut savoir aussi distinguer ce qui relève de la femme, rien que de la femme, ce qui relève de l'homme et ce qui relève évidemment du partage entre l'homme et la femme. Puisque quand je dis ça, je dis que les femmes, par exemple, sont les seules à porter 9 mois de grossesse.
Il y a peut-être un homme aussi qui le portera, mais pour l'instant, la science n'a pas encore fait tout ce qu'il faut pour qu'un homme porte 9 mois de grossesse et enfante. Donc ça, c'est quand même une différence très fondamentale qui fait que, en plus de 9 mois de grossesse, la première enfance de l'enfant, c'est toujours dans ce rapport fusionnel avec la femme. Donc ça, c'est important. On va chuter sur les lois. On va chuter un peu sur la loi. La loi, est-ce que selon vous, je devais avoir aussi une personne juridique, mais qui n'a pas pu être présente ce soir, mais on va essayer. Je sais que Monsieur Jean Didas est juriste, pourra aussi peut-être nous éclairer, mais je vous ai sur le plateau, Monsieur Georges Goma, par rapport aux peines encourues. Est-ce que la police intervient dans toutes ces chamailleries sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des signalements qui peuvent être déclarés? Est-ce qu'ils sont valables par rapport à tout ce cyberharcèlement? Bon, déjà, le principe du signalement existe depuis très, très, très longtemps dans des réalités extra-numériques, c'est-à-dire avant le numérique. De toutes les façons, moi, par exemple, ici, j'ai travaillé quand même dans une commission de la jeunesse, donc qui s'occupe de la protection de l'enfant et des jeunes, où on a bien vu de façon matérielle ce principe du signalement, c'est-à-dire la protection de l'enfant. On signale quand il y a quelque chose qui va à l'encontre du développement de l'enfant ou du bien-être de l'enfant. Le voisin peut signaler, quelqu'un dans la famille peut signaler qu'il y a ceci, il y a cela. Bon, maintenant, dans le domaine du numérique, là, je pense aussi que le signalement se fait aussi selon les technicalités du numérique. Bon, maintenant, un signalement qui est fait sur la base des technicalités du numérique, c'est quand même pas une personne consciente qui a vu un acte et qui le rapporte, qui prend son téléphone pour appeler. Maintenant, sur le net, comment signale-t-on? Ça, je ne saurais le dire parce que je ne suis pas un expert là-dedans. Vous voyez? Mais sinon, s'il y a des techniques du numérique qui permettent de faire ces signalements, ça permettrait évidemment à cette police du net de sévir et de travailler dans des conditions optimales et qui permettent, n'est-ce pas, de réguler et de réduire la portée de cette délinquance, parce que c'est ça, c'est une délinquance, c'est une déviance qui se développe. Et j'ai confiance que les experts continuent à travailler là-dedans pour trouver les modèles ou les formules les mieux adaptées pour que ce contrôle-là sur le net se fasse de la façon la plus énergique qui soit. Excusez-moi, mon micro était coupé. Je répète. Monsieur Jean Didas, notre juriste de ce soir, nous indique qu'il y a une police du numérique. Elle fonctionne, elle traque, elle prépare des procédures pour les procureurs. C'est une police qui ne fait pas de bruit, mais elle est efficace. C'est elle qui, par exemple, traque les gens qui préparent des actes terroristes. Donc apparemment, ça existe bien. Monsieur Jean Didas, quelles sont les peines encourues? Est-ce que les preuves sont-elles valables lorsqu'on présente des preuves qu'on a par rapport à toute cette cybercriminalité, cyberharcèlement? Quels sont les risques, si vous pouvez nous répondre rapidement avant la fin de l'émission? Donc, Monsieur Georges Goma, par rapport à tout ce dit là, quels sont les conseils que vous pouvez aussi prodiguer à toutes les personnes qui peuvent tomber sur ce genre de vidéos, des images à caractère pornographique par exemple, la nudité de quelqu'un qui tombe dans nos bras? D'autres ont tendance à le partager, peut-être pour informer les autres, peut-être pour alerter, mais ça continue à propager une information qui n'a pas à être divulguée. Comment faire pour stopper mais maintenant, oui, mais d'abord, avant de chercher comment faire, comment faire, c'est quand vous recevez, de ne pas le repartager. Au moins couper la chaîne du partage. Hein, c'est ça.
Maintenant, en fait, la volonté de ne pouvoir pas le transférer, il faut d'abord interroger votre propre mentalité par rapport à ce genre de choses aussi. Et puis se poser la question, ma foi, mais pourquoi est-ce que la pornographie, la pédophilie ont autant de succès dans notre société aujourd'hui? Il y a ça aussi, l'existence de la chose sur le marché. Quand vous voyez un marché, il y a plein de produits sur le marché, les gens auront tendance à acheter. Donc, il y a cette réalité aussi qui colle à nous en tant que société. Donc, c'est ça la question à poser. Quel est le statut de la sexualité ou bien du rapport au sexe dans notre société aujourd'hui? Est-ce que, voilà, il y a une production faramineuse du produit du sexe sur le marché et ça marche. Et ça marche. Et si ça marche, c'est quelque part aussi parce que la société autorise à ce que ça marche. Et la fameuse liberté dont on a parlé, ben, en quoi est-ce que les pouvoirs publics s'en vont se lever pour dire que non, ben, on va éradiquer la prostitution? Il y a certainement des mesures qu'ils en puisent là, mais il se trouve que ce n'est pas efficace puisqu'on a comme l'impression que la chose s'amplifie. Aujourd'hui, avec le développement des médias sociaux, comme on l'a montré, il y a aussi une certaine culture du rapport au sexe qui s'est développée entre les jeunes qui se partagent, n'est-ce pas, des photos pour montrer leur sexe aux uns et aux autres et ça circule. Est-ce qu'il y aurait une moyen... Pardon? On parle des jeunes, mais il y a aussi un phénomène les plus âgés, hein, Même les plus âgés aussi. Ben, bon, disons que, bon, par rapport à la proportion, c'est beaucoup surtout les jeunes qui traversent quand même un moment qui est très capital dans leur propre développement physique, dans leur propre développement psychologique et spirituel, qui est la traversée de l'adolescence, qui est la traversée du jeune âge, c'est-à-dire que ben, les enfants qui se rendent compte qu'ils ne sont plus des enfants parce qu'il y a une poitrine qui prend de l'ampleur, il y a une pilosité qui se développe, il y a la voix qui se développe chez le jeune garçon et qui se prépare à jouer des rôles sociaux. Voilà cette période qui est fondamentale, qui quand elle n'est pas bien cadrée, quand elle n'est pas bien accompagnée, eh bien, ça peut entraîner des choses vraiment très dramatiques pour ces jeunes en formation, ces adultes en formation. Vous voyez? Donc ça, c'est très important. Le statut du sexe dans notre société aujourd'hui, c'est très important. Hein? Et puis aussi, on a comme aussi l'impression que, ma foi, on a comme l'impression que les hommes et les femmes se mettent ensemble, mais ne se retrouvent pas. Même ne se retrouvent pas. D'accord. Voyez un peu les jeunes gens, les jeunes filles, les jeunes garçons qui recherchent une âme sœur. Et puis, bon, les marchands s'en donnent à cœur joie parce qu'on organise parfois des raids de drague, c'est-à-dire vous vous regroupez, on réunit beaucoup de gens, ben écoute, tu vas discuter avec quelqu'un pendant 5 minutes, ça va accrocher, ça va pas accrocher, et parfois après ça, 500 personnes et chacun se retourne seul. Donc il y a quand même ces évolutions-là, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est la réalité de notre évolution sociale et du rapport au sexe aussi, puisque les gens ne se retrouvent pas pour former un couple qui va finalement vivre sa vie sexuelle normalement, sans chercher à aller sur Internet pour regarder un film porno ou que sais-je encore. Vous voyez? Donc, la rareté, disons que la prolifération de ce marché du sexe sur Internet est peut-être aussi le symptôme d'un certain malaise dans les formes traditionnelles de constitution des couples ou que sais-je encore. Je vais garder en tout cas cette partie-là parce que ça fait partie d'une prochaine thématique que je souhaite aborder. J'espère que vous pourrez aussi intervenir. Vous serez vraiment les bienvenus sur l'hypersexualisation, sur la dépravation, un peu tout ce qui est en train de dégénérer, comme vous venez bien de le citer. Donc, on va garder ça
au chaud. Je vais donner pour le dernier auditeur le mot de la fin qui était de Jean Didas. Si vous injurez, par exemple, parce qu'il essaie de nous donner un peu les règles, les textes de loi, si vous injuriez, par exemple, le chef de l'État par vos écrits sur Facebook, soyez sûr que vous serez vite cueilli par la police. Donc, rien n'est impuni. On n'est pas libre de dire et de faire tout et n'importe quoi. Il y a quand même des limites, surtout vis-à-vis, des politiciens, de nos chefs d'État. Tout est surveillé. Donc, il faut quand même faire attention à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on poste. De ce que je retiens, d'éviter vraiment au maximum de relayer des choses qui sont insensées, de relayer, la nudité des gens, de la sexualité des gens, parce que tout ça, déjà, psychologiquement, ça atteint ces personnes-là. Spirituellement, comme le disait Maman Tita, ça a aussi des conséquences pour ceux qui croient des conséquences d'avoir diffamé, d'avoir fait du mal à quelqu'un. Je vais lire rapidement Monsieur Jean Didas qui nous dit il y a déjà eu des procès entre Congolais suite à des diffamations sur Facebook. Merci de nous l'apprendre. Il y a également des procédures en cours actuellement entre des Congolais dont les uns auraient diffamé les autres sur Facebook. Tout n'est pas permis sur Facebook. C'est très important de nous le dire. Je vois des chiffres et je vois des sommes. On nous dit par Monsieur Eden L, les peines encourues pour le cyberharcèlement. Le régime juridique de base prévoit qu'une personne se livrant à du harcèlement s'expose à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Ce n'est pas rien. La sanction peut toutefois être doublée, 2 ans de prison et 30 000 € d'amende lorsque les faits ont été commis par l'utilisation d'un service de communication, qui sont les réseaux sociaux, les plateformes des réseaux, au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique. Dans certains cas de figure, le plafond des sanctions peut même, ça a été coupé, c'était trop long. En tout cas, waouh, nous apprenons quand même qu'il y a des sanctions. Là, on le dit vraiment quand on a demandé les dérives et les conséquences. Nous sommes vraiment en pleine conséquence. Donc, pensons à tout ça. On a parlé de famille monoparentale, on a parlé des enfants. Pensons à ces préjudices-là qui peuvent aller jusqu'à des amendes très lourdes financièrement, à de la prison. Donc, il faut penser quand même à ces enfants. Monsieur Georges Gomin, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, mais juste rebondir, c'est déjà une bonne chose qu'il y ait cette législation-là. Encore faut-il qu'elle soit appliquée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va commencer à appliquer et avoir vraiment des peines d'emprisonnement, que les gens soient impactés par la réalité de l'emprisonnement, peut-être que ça va changer quelque chose. Donc, il ne faut pas que ça reste simplement sur l'esprit de la lettre. Et je voulais dire aussi à la question on a parlé, comment stopper un peu cette hémorragie un peu de ces nouvelles mais il faut peut-être aussi adopter les méthodes que l'on adopte aujourd'hui contre la COVID-19, par exemple. On sait très bien les consignes que l'on donne pour arrêter la propagation de la pandémie. Donc, ce serait peut-être la même chose aussi quand on arrête de recevoir quelque chose, on arrête le partage à son niveau. Ça permet de ne pas arriver à un autre qui va partager à un autre. Donc, là aussi, sur le plan simplement de l'éducation ou de l'auto-éducation, il faut qu'on sache que non, mais écoute, si je reçois un truc comme ça, il faut que ça s'arrête à mon niveau. D'accord. Il faut que ça s'arrête à mon niveau. C'est très important. Maman Tita, waouh, c'était vraiment très intéressant. Mais voilà, je dois rendre l'antenne. Quel est ton mot de la fin par rapport à cette thématique? Quel est le conseil, même si tu dis il n'y a rien à faire? Moi, j'ose croire qu'à travers ton message que tu vas nous donner ce soir, ça pourra peut-être faire évoluer les choses. Quel est ton mot de la fin par rapport à cette thématique? Oui, que Dieu me prête vivre vraiment de ce que je parle et que les femmes prennent ça en considération. Femmes, restez chez vous, soyez respectueuses. Arrêtez les randos, Mettez-vous à la place de l'éducation de vos enfants. L'éducation, c'est avant toute chose. Ne prenez pas la liberté d'expression. Vous avez vu l'inconvénient de la liberté d'expression. Tu peux bien parler et être à côté aussi, hein. 1500 d'amende, 1500, tu les as pas. Donc, ça va encore te créer des soucis. Femmes, reste à la maison. Moi, franchement, je pleure. Je pleure vraiment à haute voix pour les femmes, les jeunes femmes. Comprenez, éduquez vos enfants.
Restez avec vos enfants. Respectez vos maris. Maris, respectez vos femmes. Vous allez voir, vous allez travailler comme il faut. Comme il faut. Le respect tout d'abord. La compréhension dans le mariage. Laissez l'écoute sur les enfants. Ça avancerait les choses. C'est pas parce que tu es un homme que tu vas mettre tout sur ton dos. Il y a ta femme qui est là. Le partage dans le couple aussi arrange les choses. Le partage surtout, ça arrange les choses. C'est tout ce que j'avais à vous dire, mes enfants. C'est tout ce que j'avais dit à vous dire, mes filles. C'est tout ce que j'avais à vous dire, mes hommes aussi. Merci Comme beaucoup. c'est la fin, je vous dis à la prochaine occasion. Je suis Où est-ce toujours qu'on là, peut te Miss retrouver, Huguette. Maman Tita? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Je suis à Créteil, hein. Non, sur Mais les passez par Miss Huguette. Oh, d'accord. Passez par Miss Huguette, vous me trouverez. Passez Super. par Miss Huguette, c'est facile avec Miss Huguette. Merci, Maman Tita. On te retrouve très prochainement. Il y aura encore d'autres thématiques. Un grand merci pour ton intervention. Merci, monsieur Ngoma. Franchement, j'ai appris aussi de vous, hein, de tout ce que vous avez sorti sur la logique que vous avez utilisée m'a plu. Vraiment, m'a beaucoup plu. Mais merci, Madame Merci, Tita. Maman Tita. Pareillement, j'ai beaucoup appris de vous. Hein, et c'est comme ça. Merci beaucoup. À bientôt, maman. Monsieur Georges Goma, je vous donne l'honneur de cette conclusion juste avant un dernier message d'un auditeur. Alors, on a déjà Monsieur Jean Didas qui nous dit merci pour la beauté de ce thème et pour la qualité des interventions des uns et des autres. Un grand merci, Monsieur Jean Didas, même vous aussi pour la valeur que vous y avez ajoutée. Et nous avons Monsieur Eden L qui a été très présent et qui nous dit que ça va être un peu difficile de faire une régression. Vous avez parlé de rémunération, vous parliez des hackers, vous parliez vraiment des gros cyber harceleurs, mais on nous indique que les réseaux sociaux rémunèrent aussi ces personnes qui ont une grande visibilité. YouTube rémunère les gens qui ont beaucoup de vues, donc eux en font partie puisqu'ils ont énormément de vues et ils ont une responsabilité. Est-ce qu'ils ont une responsabilité à ce phénomène? Donc on en revient encore à tous ces hébergeurs de plateformes numériques. Voilà, eux, voilà, ça fait rentrer des vues. Ces personnes-là sont rémunérées, donc je pense pas qu'elles s'arrêteront. C'est un moyen de gagner leur pain aussi. Mais est-ce que vous pensez que ça pourra changer quelque chose dans les années à venir avec la police qui intervient? Il y a la police du numérique, il y a ces hébergeurs qui, eux, font rentrer l'offre et la demande. Hein, il y a l'argent qui rentre, la visibilité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Écoutez, moi, franchement, pour résumer tout là, je reviens sur l'évolution de notre société. On peut rien arrêter avec cette révolution des médias sociaux. On va aller crescendo là. Mais il faudra que dans cette évolution, qu'on soit conscient des conséquences négatives. Les conséquences positives, ça sert pas d'en parler puisque c'est positif. C'est ce que nous rechercherions. Aujourd'hui, on peut trouver du travail par Internet, par Facebook, par LinkedIn, facilement. On peut se mettre en scène, on peut se mettre à la disposition parce qu'il y a aussi la confidentialité. La confidentialité qui fait que quand vous savez utiliser les médias sociaux, vous ne mettez en public que ce que vous avez envie de mettre en public. Yes. Les règles de confidentialité existent bel et bien. Donc, il y a une pédagogie aussi à faire au niveau populaire dans l'usage des médias sociaux. Et maintenant, pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en public, c'est là où il faut éduquer les gens. Il faut éduquer les gens. Les gens ne sont toujours pas conscients de cela. Maintenant, par rapport à la portion congrue, n'est-ce pas, de ces conséquences des médias sociaux, la société, l'organisation sociale doit se mettre aussi en selle pour réguler, n'est-ce pas, réguler les comportements individuels et les comportements sociaux sur cette nouvelle sphère de la sociabilité qui est le numérique. Voilà. Avec l'arrivée de la 5G, voilà, toutes ces évolutions-là, je pense que quand la 5G sera mise en place, puisqu'ils vont le mettre en place de toutes les façons, et la mise en place de ces choses-là est aussi fonction des puissants de ce monde. Ce sont les puissants de ce monde. C'est les grands capitaux, c'est le grand capital aussi, et qu'on trouve, n'est-ce pas, Bill Gates a été quand même à l'origine aussi de l'expansion de ce numérique-là, et toutes ces personnes qui ont plein d'argent et qui poussent même la transformation de notre façon de vivre.
Et donc, il faut qu'ils pensent aussi à mettre sur pied un système de régulation sociale pour que les choses n'aillent pas à volo. Merci beaucoup, Monsieur Georges Goma. Ce fut vraiment un réel plaisir de partager avec vous sur cette thématique du jour. J'espère qu'on pourra encore débattre sur d'autres faits de société, d'actualité culturelle. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Déjà, merci, Monsieur Guette. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous et comptez sur moi chaque fois que vous aurez pensé que je peux apporter quelque chose dans l'une ou l'autre des thématiques pour lesquelles je peux dire un mot parce que je ne suis pas expert en tout. Et puis, voilà, moi, on me trouve, je suis un Facebooker. Hein, je suis un Facebooker. Georges Goma, tout simplement. Mon statut, c'est Georges Goma. Donc, on peut me joindre sur Facebook, Georges Goma. On peut me joindre également sur Twitter. Et puis, peut me joindre aussi sur LinkedIn. Voilà les 3 médias sociaux que j'utilise de façon optimale. En tout cas, ce fut un réel plaisir. Merci aussi à tous les auditeurs et auditrices. Vous avez été nombreux. Pour ceux qui nous rejoignent, je compte sur vous de partager l'émission, de continuer à échanger. Hein. Le live s'arrête, mais le débat continue par écrit. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain avec une nouvelle thématique. Sans doute, hein, il y a 2 thématiques qui s'accrochent, mais nous évoquerons aussi le sujet de la famille recomposée. Les familles recomposées, est-ce que c'est un sujet qui peut faire exploser les couples, les foyers? On en parlera avec nos invités qui viendront sur le plateau. Et je pense qu'il y aura aussi une émission très rapidement par rapport à un sujet d'actualité qui concerne voilà le confinement, le reconfinement même partiel pour ceux des entrepreneurs, ces restaurateurs, c'est toutes les personnes qui travaillent dans l'événementiel qui sont obligées encore à nouveau de faire un break. Comment arrive-t-il à rebondir par ce temps de crise? Comment ça se passe? Comment ils s'organisent? Je pense qu'il y aura 2 thématiques qui vont arriver très prochainement. Voilà, je vous invite vraiment à partager pour soutenir cette émission. Partager pour encourager quelqu'un d'écouter, ça peut rééduquer quelqu'un, comme nous avons pu le dire, ça peut reformater quelqu'un, prise de conscience. Voilà, quant à moi, je vous dis merci à tous et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, bye bye.